La lumière filtrait à travers les vitraux de la cathédrale, peignant des éclats de saphir et de rubis sur le marbre froid de l'allée. Élise Dubois, dans sa robe de soie immaculée, sentait le poids de 1000 ans d'histoire et de centaines de regards posés sur elle. Le parfum des lys et de l'encens flottait dans l'air, un mélange sacré et opulent qui semblait figer le temps. Face à elle, Pierre Laurent, son fiancé, l'incarnation de la perfection et de la justice, lui souriait avec une tendresse étudiée. Le prêtre venait de poser la question rituelle et le mot « oui » avait franchi ses lèvres comme un murmure fragile, un souffle à peine audible mais qui scellait son destin. Alors qu'elle levait son visage vers Pierre pour le baiser qui devait unir leur vie pour toujours, un fracas assourdissant fit trembler les murs. Les lourdes portes en chêne de la cathédrale venaient de s'ouvrir avec une violence inouïe, laissant entrer un courant d'air glacial et une silhouette sombre qui dévorait la lumière. Cet homme n'était pas un invité. Il se tenait sur le seuil, une figure imposante découpée dans la lumière crue de l'extérieur, son costume noir absorbant l'éclat de la cérémonie. Luc Moreau. Le nom résonna dans l'esprit d'Élise comme un glas funèbre, chef de la pègre marseillaise, un prédateur dont la réputation le précédait comme une ombre glaciale. Les murmures des invités se transformèrent en halètements de stupeur. La musique de l'orgue s'éteignit dans une note discordante, laissant un silence assourdissant, presque plus terrifiant que le bruit de l'effraction. Ses yeux, deux éclats d'obsidienne, balayèrent l'assemblée avec un mépris souverain avant de se fixer sur elle, uniquement sur elle. Il y avait dans son regard une intensité qui semblait la déshabiller de son voile, de sa robe, de toutes ses certitudes, la laissant nue et vulnérable au milieu de ce sanctuaire profané. Il n'était pas venu pour assister à un mariage, il était venu pour l'interrompre, pour le détruire. Il commença à avancer dans l'allée centrale, ses pas résonnant sur le sol en marbre avec une régularité menaçante, chaque bruit de talon, un battement de cœur de plus vers la catastrophe. Personne n'osait bouger, les gardes du corps de la famille Dubois, semblant paralysés par l'audace de cet homme. Il avançait seul, mais sa présence suffisait à remplir l'immense cathédrale, à imposer une nouvelle loi, la sienne. La haine, pure et brûlante, monta à la gorge d'Élise, étouffant la peur. C'était lui, l'assassin de son père, le monstre qui avait plongé sa famille dans le deuil et le chaos. Ses doigts se crispèrent sur le bras de Pierre, ses ongles s'enfonçant dans le tissu coûteux de son costume. Le voir ici, dans ce lieu sacré, à ce moment précis, était l'ultime insulte, la profanation finale. Ses yeux lançaient des éclairs de défi, une promesse silencieuse de vengeance qu'il accueillit avec un rictus à peine perceptible, un signe qu'il attendait cette confrontation autant qu'elle la redoutait. L'air crépitait, chargé d'une promesse de ruine et d'une vérité enfouie sous les décombres du passé. La tension entre la mariée bafouée et l'envahisseur impitoyable était une histoire qui ne faisait que commencer. Si le destin d'Élise et le mystère de Luc vous touchent déjà au plus profond de votre cœur, nous vous invitons à vous abonner pour ne manquer aucune des révélations à venir, à aimer cette vidéo si vous ressentez cette intensité, et à nous dire dans les commentaires quelle émotion vous a saisi. Votre soutien nous permet de continuer à tisser ces récits où l'amour et la haine s'affrontent dans une danse dangereuse et passionnée. L'histoire ne fait que commencer, et chaque chapitre promet de vous emporter plus loin dans les secrets qui lient ces deux âmes que tout oppose, mais que le destin a décidé de réunir par la force, le scandale et une quête de vérité implacable. Arrivé devant l'autel, Luc Moreau ignora le prêtre figé de terreur et le regard furieux de Pierre. Son univers s'était réduit à la femme en blanc, dont le visage était une toile de marbre, où se peignaient le choc, la haine et une lueur de défi indomptable. Il ne prononça qu'un seul mot, son nom, Élise. Sa voix était grave, un grondement sourd qui semblait venir des profondeurs de la terre. Un son qui n'appartenait pas à ce lieu de prière. Ce n'était pas un appel, mais une affirmation de possession. Il tendit une main gantée de cuir noir, non pas pour l'inviter, mais pour l'assommer de le suivre. Pierre fit un pas en avant, un geste protecteur et instinctif, mais le regard que Luc posa sur lui fut si glacial, si chargé d'une violence contenue, qu'il le cloua sur place. Ce simple regard était une promesse de destruction, un avertissement silencieux qui disait que toute résistance était non seulement futile, mais dangereusement stupide. Luc ne lui laissa pas le temps de choisir.
Avec une rapidité et une grâce brutale qui démentaient sa stature, il se saisit de son bras. La dentelle délicate de sa manche se déchira légèrement sous la poigne de fer, un premier accroc à sa perfection virginale. Alors qu'il la tirait loin de l'autel, son long voile de tulle, symbole de son innocence et de ses promesses, s'accrocha à un candélabre avant de se déchirer dans un bruit sec et sinistre. Ce son, le déchirement de la soie, fut le seul à rompre le silence de mort qui régnait dans la cathédrale. Il l'entraîna dans l'allée, sa robe blanche immaculée traînant sur le sol, une traînée de pureté souillée par l'ombre de son ravisseur. Les grandes portes étaient toujours ouvertes, béantes comme la bouche de l'enfer, offrant un passage vers une nouvelle réalité terrifiante, un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé et dont elle ne pourrait peut-être jamais s'échapper. Le monde extérieur n'était plus qu'un long ruban flou de couleurs et de lumière, une aquarelle indistincte vue à travers la vitre teintée de la berline silencieuse. Élise était assise, droite comme une statue de marbre, sur le cuir souple et froid qui sentait le luxe et le pouvoir. Sa robe, autrefois un chef-d'œuvre de soie immaculée, était maintenant froissée et souillée, le blanc virginal portant les stigmates de sa capture. Chaque vibration du moteur semblait résonner au plus profond de son être, la tirant plus loin de sa vie, de son nom, de tout ce qui la définissait. Elle sentait encore sur son bras la brûlure des doigts de Luc, une empreinte de fer qui avait non seulement déchiré la dentelle, mais aussi le voile de ses illusions. Le silence dans l'habitacle était absolu, une absence de son si profonde qu'elle en devenait une torture, un vide où ses pensées hurlaient, rejouant en boucle la profanation de son mariage, la destruction de son avenir. Il n'y a pas si longtemps, son monde était une symphonie parfaitement orchestrée, une succession de bals somptueux dans des hôtels particuliers parisiens et de vacances sur la Côte d'Azur. Fille unique du magnat Jean-Pierre Dubois, elle avait été élevée dans un cocon de privilèges, où chaque désir était un ordre et l'avenir une promesse dorée. Elle se souvenait des rires de son père résonnant dans les couloirs de leur domaine, de l'odeur de ses cigares mêlée à celle des roses du jardin. Il l'appelait sa petite reine et lui avait appris à danser sur les parquets cirés de la grande salle de bal, ses petits pieds posés sur les siens. Cette vie était un conte de fées, un univers protégé par la puissance et l'amour d'un père qui semblait invincible. Elle était l'héritière non seulement d'une fortune, mais d'un nom respecté, d'un héritage de dignité et d'honneur qu'elle était fière de porter. Puis, le conte de fées s'était transformé en tragédie grecque. La nouvelle de la mort de son père avait éclaté comme un coup de tonnerre, non pas comme une perte privée, mais comme un scandale national. Les journaux avaient titré sur un règlement de compte, salissant son nom, le liant à la pègre marseillaise, à des accords secrets et à des trahisons. Du jour au lendemain, la famille Dubois était passée du statut d'icône à celui de paria. Les portes de la haute société s'étaient fermées, les amis d'hier détournèrent le regard et la honte était devenue son ombre. Le mariage avec Pierre Laurent, un procureur au-dessus de tout soupçon, était sa seule chance de rédemption, fin moyen de laver l'honneur de sa famille, de reconstruire sur les ruines. C'était un acte d'amour, mais aussi un acte de survie, sa dernière digue contre le chaos qui menaçait de l'engloutir. La haine était désormais la seule chose qui la maintenait en vie, la seule flamme qui brûlait encore dans le froid glacial de son désespoir. Chaque respiration était un serment de vengeance contre l'homme assis à l'avant de la voiture, ce monstre qui lui avait tout pris. Elle serrait dans son poing un morceau déchiré de son voile, le tissu délicat devenu un talisman de sa rage. Elle ne pleurerait pas, elle ne lui donnerait pas cette satisfaction, elle se forgerait une armure avec les fragments de son cœur brisé, elle transformerait sa douleur en une arme. Luc Moreau pensait peut-être l'avoir vaincue, l'avoir réduite à un trophée, une marionnette dans son jeu de pouvoir macabre. Mais il se trompait. Il avait enlevé une mariée, mais il avait réveillé une guerrière. Dans le silence de la voiture, elle lui déclara une guerre silencieuse, une guerre qu'elle mènerait jusqu'à son dernier souffle pour venger son père. La voiture quitta enfin l'autoroute pour s'engager sur une route sinueuse qui serpentait à flanc de collines, surplombant une mer d'un bleu profond où se reflétaient les dernières lueurs du crépuscule. Ils arrivèrent devant un portail en fer forgé qui s'ouvrit sans un bruit, révélant une villa d'une beauté à couper le souffle, un joyau d'architecture moderne accroché à la falaise. Le parfum des pins et du sel marin flottait dans l'air, une caresse ironique et cruelle. C'était un paradis, mais pour elle, c'était une cage dorée,
Chaque fenêtre une promesse de liberté inaccessible, chaque mur un rappel de sa captivité. Luc la fit sortir de la voiture avec une fermeté dénuée de brutalité et la guida à travers les pièces immenses et vides où le mobilier design et les œuvres d'art semblaient la juger du haut de leur perfection froide. C'était son monde, un monde de luxe bâti sur le sang et la violence. Il la laissa seule dans une chambre dont la baie vitrée offrait une vue spectaculaire sur la Méditerranée. La porte se referma derrière lui avec un clic discret mais définitif, le son de sa nouvelle réalité. Épuisée, souillée, le cœur en miettes, elle aurait dû s'effondrer. Mais au lieu de cela, elle marcha lentement vers le grand miroir qui recouvrait un mur entier. Elle y vit son reflet, la mariée déchue, les cheveux en désordre, le maquillage légèrement brouillé par des larmes qu'elle refusait de verser, les yeux brillants d'une fureur contenue. Elle n'était plus la jeune fille innocente de la cathédrale. Cette femme dans le miroir était une inconnue, une survivante dont le regard promettait le combat. Elle posa la paume de sa main contre la surface froide du verre, un pacte silencieux avec elle-même. Elle n'était plus Élise Dubois, l'héritière. Elle était la vengeance incarnée, et sa prison deviendrait le théâtre de sa renaissance. La porte s'ouvrit de nouveau, sans un bruit, comme si le bois lui-même obéissait à la volonté de l'homme qui la franchissait. Luc Moreau se tenait sur le seuil, sa silhouette massive absorbant la lumière douce du crépuscule qui filtrait par la baie vitrée. L'air de la pièce changea instantanément, passant d'une solitude glaciale à une tension palpable, électrique. Élise ne recula pas. Elle se retourna lentement, son corps entier une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre. Le parfum salin de la mer se mêlait maintenant à une odeur plus sombre, plus masculine, celle du cuir et d'un parfum discret mais puissant qui semblait être son empreinte même. Le contraste entre sa robe blanche souillée et son costume noir impeccable était une métaphore visuelle de leur situation. La pureté bafouée face à l'obscurité souveraine. Il n'était pas entré dans sa prison, il l'avait transformée en une arène où seuls eux deux existaient. Sa voix, lorsqu'elle parla, était un murmure rauque, chargé de tout le venin qu'elle pouvait contenir. Elle ne cria pas, elle cracha les mots comme des éclats de verre. « Monstre, assassin, vous osez respirer le même air que moi après avoir volé celui de mon père. » Chaque syllabe était une pierre lancée contre le mur de son calme apparent. Luc ne scia pas. Ses yeux d'obsidienne la dévisageaient avec une intensité insoutenable. Non pas comme un geôlier regarde sa prisonnière, mais comme un artiste étudie une œuvre complexe et brisée. Il ne nia pas, n'offrit aucune excuse. Il se contenta de la laisser vider sa haine, absorbant sa fureur comme si elle le nourrissait. Puis sa propre voix, grave et sans la moindre inflexion, résonna dans le silence. La haine est une arme confortable, Élise, surtout quand elle est pointée dans la mauvaise direction. Votre père vous a appris à vous battre, mais il a oublié de vous apprendre à reconnaître vos véritables ennemis. Il fit un pas vers elle, puis un autre, réduisant la distance qui les séparait avec une lenteur délibérée et cruelle. L'espace devint un champ de bataille invisible, où leurs volontés s'affrontaient. Elle sentit la chaleur émaner de lui, une présence physique si écrasante qu'elle eut l'impression que l'air se raréfiait autour d'eux. Elle aurait dû reculer, fuir cette proximité dangereuse, mais son orgueil ou peut-être une curiosité morbide la cloua sur place. Elle leva le menton, ses yeux lançant des éclairs de défi. Elle pouvait voir les fines lignes de fatigue qui marquèrent le coin de ses yeux, le léger frémissement d'une veine sur sa tempe. Pour la première fois, elle ne voyait pas seulement le monstre de sa haine, mais un homme dont la proximité était à la fois une menace mortelle et une force d'attraction inexplicable et terrifiante, comme un vertige au bord d'un précipice. Son geste la prit par surprise. Il ne la toucha pas, ne la menaça pas. Il se tourna vers une console en marbre où était posée une carafe d'eau et un verre en cristal. Il le remplit avec une précision presque chirurgicale, le son de l'eau heurtant le verre étant le seul bruit dans la pièce. Puis, il le lui tendit. Ce n'était pas un ordre, juste une offre silencieuse. Un acte d'une banalité absurde dans une situation si extraordinaire. Élise le fixa, puis le verre, comme s'il s'agissait d'un serpent. « Je ne veux rien de vous », siffla-t-elle. Il ne montra aucune déception. Il posa simplement le verre sur la table basse près d'elle, à portée de main. « Vous aurez soif », dit-il simplement, comme si sa capitulation n'était qu'une question de temps.
Ce simple geste était plus déstabilisant que n'importe quelle menace. Il ne la traitait pas comme une captive à briser, mais comme une invitée têtue qu'il fallait apprivoiser. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'arrêta, le dos tourné. « Votre père aimait le Porto, un Taylor's Vintage de 1970. Il disait que c'était le seul vin qui avait autant de caractère que lui. Il en buvait un verre chaque soir en regardant la mer, exactement comme celle-ci. » Cette phrase la frappa avec la force d'un coup de poing. C'était un détail intime, un rituel secret que peu de gens connaissaient. Une fissure se forma dans la muraille de sa haine. Comment cet homme, cet assassin, pouvait-il connaître ce souvenir? Comment osait-il parler de son père avec cette familiarité, cette pointe de nostalgie presque respectueuse dans la voix? Pour la première fois depuis l'interruption de son mariage, une émotion autre que la rage et la peur fit surface, le doute. Un doute minuscule mais empoisonné qui commençait à se répandre dans ses veines, plus insidieux que n'importe quelle violence physique. Il quitta la pièce aussi silencieusement qu'il y était entré, refermant la porte derrière lui. Le clic du verrou fut cette fois différent. Ce n'était plus le son de sa captivité, mais celui d'une question laissée en suspens dans l'air. Elle resta immobile au milieu de la pièce immense, l'écho de ses paroles résonnant encore dans son esprit. Le verre d'eau sur la table semblait la narguer, une invitation silencieuse à admettre une faiblesse, un besoin. Elle regarda la mer qui s'assombrissait, les vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas, un miroir parfait du tumulte qui venait de naître en elle. Sa mission de vengeance, si claire, si pure quelques instants auparavant, était maintenant trouble. L'ennemi avait un visage, et ce visage lui avait parlé de son père. La véritable prison n'était plus cette villa luxueuse, mais l'incertitude terrifiante qui venait de s'emparer de son cœur. Les jours qui suivirent furent une guerre silencieuse, un ballet mortel où chaque geste était une manœuvre et chaque silence une déclaration. Élise refusa la nourriture qu'on lui apportait, les vêtements de soie qu'on déposait sur son lit. Elle errait dans la villa, vêtue de sa robe de mariée déchirée, un fantôme de pureté bafoué hantant les couloirs immaculés de sa prison dorée. C'était son armure, le rappel constant du crime commis contre elle, une provocation silencieuse qu'elle brandissait face à son geôlier. Luc Moreau l'observait de loin, ses yeux sombres la suivant à travers les baies vitrées depuis l'ombre d'un couloir. Il ne la forçait à rien, ne haussait jamais la voix. Son autorité ne résidait pas dans la contrainte physique, mais dans cette patience prédatrice, cette certitude insupportable qu'elle finirait par céder. Non pas à lui, mais à la vérité qu'il prétendait détenir. Sa résistance était un feu, mais il semblait attendre tranquillement que le combustible s'épuise. Un soir, alors qu'une brise marine agitait les rideaux de lin blanc de la terrasse, elle le confronta directement. Il se tenait là, un verre de whisky à la main, contemplant l'horizon où le ciel et la mer se confondaient dans une obscurité d'encre. « Votre silence est plus lâche que vos crimes », lança-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Vous me gardez ici comme un trophée, mais vous n'avez même pas le courage de justifier vos actes. » Il se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit une fissure dans son masque de marbre. Ce n'était pas de la colère, mais une lassitude profonde, une tristesse ancienne qui assombrit ses traits. Le courage, Élise, n'est pas de parler, mais d'être écoutée, et vous n'êtes pas encore prête à entendre. Il fit un pas vers elle, son ombre la recouvrant. « Vous pensez que je vous ai volé votre avenir? Je suis peut-être le seul qui essaie de vous en donner un qui ne soit pas construit sur un mensonge. » Sa proximité était une torture, un mélange enivrant de peur et d'une attraction qu'elle haïssait. L'odeur de son parfum, mêlée à l'air salin, semblait s'infiltrer sous sa peau, brouillant les frontières de sa haine. Pour le repousser, pour se prouver qu'elle le dominait encore, elle fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Elle leva la main et le gifla de toutes ses forces. Le son claqua dans le silence du crépuscule, un écho sec et violent. Sa tête tourna à peine sous l'impact. Il ne réagit pas par la violence, mais par une immobilité terrifiante. Lentement, il porta une main à sa joue, non pas pour apaiser la douleur, mais avec une sorte de curiosité analytique. Puis ses yeux se plantèrent dans les siens, et ce qu'elle y vit la glaça. Ce n'était pas de la fureur, mais une lueur de fascination sombre. « Bien », murmura-t-il, sa voix un grondement rauque. « La lionne a encore ses griffes. Maintenant, voyons si elle sait s'en servir pour se battre ou juste pour se débattre. »
Il la laissa là, sur la terrasse, le cœur battant à tout rompre, la paume de sa main brûlante. Son acte de défi s'était retourné contre elle. Il n'avait pas riposté, il avait absorbé son attaque et l'avait transformée en une sorte de validation tordue de sa force, un défi à peine voilé. Elle comprit alors que les règles de ce jeu étaient bien plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne voulait pas la briser, il voulait la déconstruire, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité nue, aussi insupportable soit-elle. Épuisée, elle s'adossa à la balustrade froide, regardant les vagues s'écraser sans fin contre les rochers en contrebas. La mer, comme lui, était une force implacable, patiente, qui finirait par éroder la plus dure des pierres. Pour la première fois, elle se demanda si sa haine, ce roc sur lequel elle avait bâti sa survie, pourrait réellement résister à l'assaut de ses doutes. Le lendemain matin, elle trouva un contrat posé sur la table du petit déjeuner qu'elle n'avait pas touché. Ce n'était pas un document légal au sens strict, mais une proposition manuscrite sur un papier épais et luxueux. L'écriture de Luc était nette, anguleuse, comme lui. Il lui offrait une semaine. Une semaine pendant laquelle il lui présenterait ses preuves, une par une. Si, au terme de ces 7 jours, elle le croyait toujours coupable, il la libérerait lui-même, la déposerait sur le parvis de la cathédrale qu'elle n'aurait jamais dû quitter et se livrerait à la justice de Pierre. Mais si elle était convaincue de son innocence, elle devrait l'aider à faire éclater la vérité, quel qu'en soit le prix. C'était un pari insensé, un acte de foi ou de manipulation suprême. Le contrat était une porte entr'ouverte, une invitation à franchir un seuil dont elle ne pourrait jamais revenir. C'était sa décision, son pouvoir. Elle sentit le poids de ce choix peser sur ses épaules, plus lourd que le chagrin et la haine réunis. Signer ce pacte avec le diable, c'était trahir la mémoire de son père, cracher sur sa propre vengeance. Ne pas le signer, c'était vivre pour toujours avec le poison du doute, avec la possibilité infime et terrifiante qu'elle s'était trompée sur tout. Elle regarda par la fenêtre, vers la ligne d'horizon infinie. La villa n'était plus une prison, mais un purgatoire. Luc Moreau ne l'avait pas seulement enlevée, il l'avait forcée à devenir juge et jurer de sa propre tragédie. Elle prit le stylo posé à côté du document. Le contact froid du métal contre ses doigts était comme le canon d'une arme pointée sur son passé. Lentement, avec une main qui ne tremblait plus, elle commença à tracer les lettres de son nom, scellant un accord qui allait soit la détruire, soit la libérer pour de bon. Les jours s'étaient écoulés comme des perles d'un collier brisé, chacun apportant une nouvelle pièce du puzzle, un fragment de vérité qui érodait les certitudes d'Élise. Luc lui avait montré des extraits de contes, des transcriptions d'appels, des photos qui liaient Pierre à des hommes que son père avait toujours qualifiés de vautours. Chaque révélation était une fissure de plus dans l'image parfaite de son fiancé. Pendant ce temps, le monde extérieur était en ébullition. Les chaînes d'information en continu diffusaient son visage en boucle, la décrivant comme la fiancée tragique, la victime d'un monstre. Pierre, dans une mise en scène impeccable, avait annoncé une conférence de presse nationale, un appel public pour la libérer des griffes du diable. Dans le silence de la villa, Élise regardait son visage sur l'écran géant, ce masque de droiture et de chagrin, et pour la première fois, elle n'y voyait plus un sauveur, mais un acteur jouant le plus grand rôle de sa vie. Le matin de la conférence de presse, l'air dans la villa était lourd, électrique, comme avant un orage. Luc entra dans le salon où elle se tenait, vêtue d'une simple robe noire qui contrastait violemment avec le souvenir de sa robe de mariée. Il ne lui donna pas d'ordre. Il posa sur la table une clé de voiture et un téléphone portable. « Il est temps de choisir, Élise, » dit-il, sa voix grave et dénuée de toute pression. « Vous pouvez appeler Pierre maintenant, lui dire où vous êtes et le laisser venir vous sauver. Vous pouvez retourner à votre vie, à vos mensonges. Ou vous pouvez venir avec moi, marcher dans la fosse au lion et regarder votre fiancé dans les yeux pendant que vous faites s'effondrer son monde. » Le choix était absolu, terrifiant. D'un côté, le chemin familier, la sécurité d'une illusion confortable. De l'autre, un saut dans l'inconnu, un pacte final avec l'homme qu'elle avait juré de détruire. Sa main trembla en se tendant, non pas vers le téléphone, mais vers la clé. Le trajet jusqu'à l'hôtel parisien où se tenait la conférence fut un long tunnel de silence. À leur arrivée, un maelstrom de chaos les engloutit. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des milliers d'insectes de lumière.
Les voix des journalistes se mêlaient en un rugissement indistinct. Luc se déplaçait à travers la foule avec une assurance de prédateur, créant un sillage dans lequel elle se glissait. Sa main, posée fermement dans le creux de son dos, n'était pas la poigne d'un geôlier, mais l'ancrage d'un allié inattendu. Élise sentait le poids de centaines de regards, de jugements, de condamnations. Puis elle le vit. Pierre, sur l'estrade, baigné par la lumière crue des projecteurs, le visage empreint d'une noble souffrance. Il parlait de son amour, de son espoir, de sa certitude que la justice prévaudrait. Et en le voyant là, si parfait, si faux, une nausée glaciale la saisit. Elle sut alors qu'elle ne pouvait plus reculer, qu'elle devait détruire ce piédestal de mensonges, même si elle devait chuter avec lui. Leur entrée dans la salle de conférence eut l'effet d'une déflagration. Un murmure parcourut l'assemblée, puis un silence de mort s'installa si profond qu'on aurait pu entendre une larme tomber. Pierre s'interrompit au milieu d'une phrase, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité en la voyant marcher vers lui, non pas enchaîné ou effrayé, mais debout, digne, aux côtés de Luc Moreau. La surprise sur son visage se mua rapidement en une fureur glaciale. Il ne voyait plus sa fiancée éplorée, la victime à sauver, mais une traîtresse, une complice. Son univers, si méticuleusement construit, venait de se fissurer en direct, devant la nation entière. La tension était une corde tendue à se rompre, un duel silencieux entre l'homme sur la scène, incarnation de la loi, et le couple qui émergeait de l'ombre, porteur d'une vérité dévastatrice. Élise sentit le regard de Luc sur elle, un encouragement silencieux. Elle n'était plus une captive, elle était devenue une arme. Luc lui tendit un petit enregistreur vocal, son geste fluide et discret. Élise s'avança jusqu'au micro le plus proche, le cœur battant à tout rompre mais la main ferme. « Je ne suis pas ici contre mon gré », sa voix résonna, claire et tranchante, dans le silence de la salle. « Je suis ici pour vous empêcher de croire un menteur. » Avant que quiconque puisse réagir, elle appuya sur le bouton de lecture. Un court extrait audio emplit la pièce. La voix de Pierre, indubitable, discutant avec un interlocuteur inconnu de la nécessité de neutraliser les dernières volontés de Dubois et de sécuriser l'héritage avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Ce n'était pas un aveu de meurtre, mais c'était la preuve d'une conspiration. La salle explosa en un chaos de questions et de cris. Le visage de Pierre se décomposa, passant de la surprise à la haine pure. « Salope !» hurla-t-il, perdant tout contrôle. « Il t'a retourné le cerveau, tu couches avec l'assassin de ton père !» Cette insulte publique, cette accusation brutale, fut le coup de grâce. Elle avait choisi son camp, et ce camp la condamnait à être une paria. La chute fut instantanée et brutale. Les insultes de Pierre, amplifiées par les micros, la frappèrent avec la force d'une gifle. Elle était devenue, aux yeux du monde, la complice de son bourreau, une héritière déchue qui avait trahi la mémoire de son père pour un criminel. C'était sa punition, son humiliation publique. Alors que les gardes du corps de Pierre se précipitèrent vers eux, les hommes de Luc formèrent un rempart infranchissable, les exfiltrant de la salle dans un mouvement rapide et maîtrisé. En partant, Élise ne jeta pas un regard en arrière vers l'homme qui venait de la crucifier publiquement. Elle ne ressentait ni regret, ni victoire, seulement un vide immense et glacial. Elle avait tout perdu, son nom, sa réputation, son avenir. Assise dans la voiture qui s'éloignait à toute vitesse, elle regarda Paris défiler, une ville qui la rejetait désormais. Luc, silencieux à ses côtés, posa un dossier sur ses genoux. À l'intérieur, la transcription complète de l'enregistrement. La chute était terminée. La véritable guerre ne faisait que commencer. Le retour à Paris ne fut pas un retour au foyer, mais une plongée dans l'anonymat d'un appartement de luxe surplombant la Seine. Une forteresse de verre et d'acier où le bruit du monde extérieur parvenait assourdi, irréel. L'adrénaline de la confrontation s'était dissipée, laissant place à un silence pesant, un vide immense que même le luxe ostentatoire des lieux ne parvenait pas à combler. Élise se tenait près de la baie vitrée, observant les bateaux-mouches glisser sur l'eau sombre, des lumières fantomatiques dans la nuit. Elle sentait le regard de Luc sur elle, une présence constante mais distante dans la pénombre du salon. Il ne disait rien, ne faisait aucun geste pour la réconforter. Il était là, une sentinelle silencieuse dans les ruines de sa vie. L'humiliation publique l'avait marquée au fer rouge, la transformant en une paria. Elle avait tout perdu,
Et dans ce néant, seul cet homme qu'elle avait haï se tenait encore à ses côtés, séparé d'elle par un abîme de sang et de secrets. Dans la solitude de sa chambre, elle laissa enfin tomber le masque de force qu'elle avait porté toute la journée. Les larmes ne vinrent pas. À la place, une froide clarté s'installa en elle. Elle repensait au visage de Pierre déformé par la haine, à la facilité avec laquelle ses mots d'amour s'étaient mués en insultes venimeuses. La trahison de ses actes était une chose, mais la perversité de son cœur en était une autre, bien plus effrayante. Elle avait été amoureuse d'un monstre, d'une illusion soigneusement construite. Elle se regarda dans le grand miroir de la penderie. Elle ne reconnut pas la femme qui lui faisait face, les yeux cernés, vêtue d'une robe noire qui était comme un linceul pour son ancienne vie. Elle n'était plus Élise Dubois, l'héritière. Elle était une anomalie, une femme sans nom et sans avenir, dont le seul lien avec le monde était désormais l'homme qui l'avait arrachée à son destin pour la jeter dans le sien, un destin de violence et de solitude. De l'autre côté de l'appartement, dans un bureau sombre où seule la lueur d'un écran d'ordinateur dessinait les contours des meubles, Luc se servit un autre verre de whisky. Le liquide ambré ne parvenait pas à apaiser le feu qui couvait en lui. Il revoyait en boucle la scène de la conférence de presse, non pas sa propre victoire, mais la crucifixion publique d'Élise. Il avait orchestré cette révélation, mais il n'avait pas anticipé la brutalité de la réaction de Pierre, la violence de ses mots. Il l'avait jeté au loup et une part de lui, une part qu'il croyait morte depuis longtemps, se sentait responsable de chaque blessure invisible qu'elle portait. Il avait voulu la vérité pour elle, pour laver l'honneur de son père, mais à quel prix? Il avait fait d'elle une cible, une complice à ses yeux et aux yeux du monde. Ce sentiment de protection était une faiblesse, un danger dans son univers, mais il ne pouvait s'en défaire. Il avait voulu la libérer d'une cage dorée, pour finalement l'enfermer dans la sienne. Plus tard dans la nuit, incapable de trouver le sommeil, Élise quitta sa chambre et le trouva sur le balcon, une silhouette immobile se découpant sur les lumières de la ville. Le vent froid de la nuit parisienne agitait ses cheveux et faisait frissonner le tissu de la chemise qu'elle avait enfilée. Elle s'approcha et s'accouda à la balustrade, à quelques mètres de lui. Aucun mot ne fut échangé. Le silence entre eux n'était plus hostile, mais chargé d'une mélancolie partagée. Ils étaient deux naufragés sur un même radeau, contemplant l'océan de leur perte. Elle pouvait sentir la solitude qui émanait de lui, une solitude si ancienne et si profonde qu'elle semblait faire partie de lui. Et dans ce silence, pour la première fois, elle ne vit pas le chef de la pègre, le ravisseur, mais simplement un homme brisé par les mêmes fantômes qui hantaient ses propres nuits. L'abîme qui les séparait était toujours là, mais ils n'étaient plus seuls sur leurs rives respectives. Au matin, elle trouva devant sa porte un plateau d'argent, un croissant encore tiède, un café fumant et une unique rose blanche dans un vase de cristal. Luc n'avait pas frappé. C'était un geste silencieux, une offrande qui maintenait la distance tout en reconnaissant sa présence. C'était un acte de soin, mais aussi la confirmation de leur arrangement tacite. Il était son gardien, son allié improbable, mais rien de plus. Elle rentra le plateau dans sa chambre et s'assit près de la fenêtre pour manger. Chaque bouchée était difficile à avaler, le goût de la nourriture se mêlant à l'amertume de sa situation. Cette rose blanche, si pure, était une ironie cruelle, un écho de la mariée qu'elle avait été, de l'innocence qu'elle ne retrouverait jamais. Ce petit déjeuner était un luxe absurde, un îlot de normalité dans une mer de chaos. C'était un rappel qu'elle était toujours prisonnière, non plus par des murs, mais par les circonstances et par l'homme qui la nourrissait tout en la tenant à l'écart. La quiétude fragile de leur répit fut brisée par la sonnerie stridente d'un téléphone satellite. Luc, qui était resté dans le salon, décrocha et son visage se durcit instantanément. Ses réponses furent brèves, des ordres secs et précis. Quand il raccrocha, le calme prédateur avait repris le dessus, remplaçant la mélancolie de la nuit. Il se tourna vers elle, et ses yeux d'obsidienne ne laissaient plus filtrer aucune émotion. C'était une erreur de revenir à Paris. Pierre a fait jouer ses contacts. Ils ont une idée de l'endroit où nous nous cachons. Nous devons partir, maintenant. L'urgence dans sa voix fit s'évaporer la torpeur dans laquelle elle était plongée. Le monde extérieur venait de défoncer la porte de leur sanctuaire silencieux. La trêve était terminée. Le temps de l'introspection était révolu, remplacé par la nécessité brute de la survie. La fuite, une fois de plus, devenait leur seul horizon,
les liant encore plus étroitement dans une danse mortelle qu'ils n'avaient pas choisie. La fuite fut une symphonie brutale et silencieuse, une chorégraphie de vitesse et de précision dans les artères endormies de Paris. Luc conduisait avec une concentration féroce, ses mains agrippées au volant en cuir, ses yeux balayant les rétroviseurs avec une régularité de métronome. Chaque virage serré, chaque accélération foudroyante était une note dans cette partition mortelle. Élise, à ses côtés, était étrangement calme. Le chaos de la conférence de presse, l'humiliation publique, la menace imminente semblait l'avoir vidée de toute émotion superflue, ne laissant qu'un instinct de survie pur et glacial. Elle observait les lumières de la ville se transformer en longues traînées de couleurs à travers la vitre, une aquarelle de sa vie passée qui s'effaçait derrière eux. Elle n'était plus une captive fuyant son ravisseur. Elle était une passagère fuyant un ennemi commun. Et l'homme à côté d'elle, cet homme qu'elle avait tant haï, était devenu son unique rempart contre un monde qui voulait la détruire. Ils quittèrent l'autoroute bien après l'aube, s'enfonçant dans le cœur de la Provence, où les routes devenaient des lacets de pierre bordés de cyprès et de champs de lavande endormis. La voiture s'arrêta finalement devant un vieux mas en pierre, isolé au milieu des collines, à peine visible depuis la route. Le silence ici était différent de celui des appartements luxueux. Il était vivant, peuplé par le chant des cigales et le murmure du vent dans les oliviers. L'air sentait la terre, le thym et le romarin. Des odeurs simples et honnêtes qui contrastaient violemment avec les parfums sophistiqués de sa vie d'avant. Luc la guida à l'intérieur, dans une pièce où une grande cheminée de pierre dominait un mobilier rustique mais confortable. Ce n'était pas une prison dorée, mais un refuge, un lieu qui semblait appartenir à une autre époque, à un autre homme. Un lieu où les masques tombaient, où la vérité brute pouvait enfin respirer. Ce fut dans la lumière douce du matin, alors que l'adrénaline de la fuite s'était enfin dissipée, qu'il remarqua la fine coupure sur son avant-bras, une égratignure qu'elle s'était faite en se précipitant hors de l'hôtel. Sans un mot, il alla chercher une petite trousse de secours et revint s'agenouiller devant elle. Il prit son bras avec une délicatesse qui la stupéfia. Ses mains, qu'elle avait toujours imaginées comme des instruments de violence, étaient maintenant d'une douceur infinie, alors qu'il nettoyait la plaie avec un coton imbibé d'antiseptique. Elle sentit le contact chaud de ses doigts contre sa peau, un contact qui ne cherchait pas à posséder ou à contraindre, mais à soigner. Elle leva les yeux vers son visage et vit une expression qu'elle n'y avait jamais vue, une concentration intense, presque tendre, une vulnérabilité qui fissurait son armure de glace. Ce geste simple, ce soin silencieux, fut plus déstabilisant que toutes ses paroles, un acte de bonté qui ébranla les dernières fondations de sa haine. Il sentit le changement en elle, le tremblement imperceptible de sa main dans la sienne. Il savait que le moment était venu. Il se releva et se dirigea vers un vieux secrétaire en bois de noyer. D'un tiroir secret, il sortit une enveloppe jaunie par le temps, le papier fragile et usé aux pliures. Il revint vers elle et la lui tendit, non pas comme une preuve, mais comme un fardeau qu'il partageait enfin. « Ceci est pour vous, dit-il simplement, sa voix plus grave que d'habitude. Votre père me l'a confié il y a des années, avec pour instruction de ne vous la donner que si le pire arrivait. Je crois que nous y sommes. » Élise fixa l'enveloppe, son cœur battant un rythme sourd et douloureux dans sa poitrine. Sur le devant, une écriture qu'elle reconnut instantanément, élégante et ferme, celle de son père. Cette lettre était un fantôme, un message d'outre-tombe qui contenait soit sa condamnation finale, soit son absolution. Ses doigts tremblaient en brisant le seau de cire. La lettre était courte, mais chaque mot était un coup de poignard dans son cœur. « Mon cher Luc, » commençait-elle, et déjà cette familiarité la fit suffoquer. « Si tu lis ces lignes, c'est que mes ennemis ont gagné. Pierre n'est pas l'homme qu'il paraît. Il est lié à des gens qui veulent détruire tout ce que j'ai construit. Je lui ai fait confiance, et c'était mon erreur fatale. Je n'ai plus le temps de me protéger, mais je peux encore la protéger, elle. Tu es le seul en qui j'ai une confiance absolue, le fils que je n'ai jamais eu. Je t'en supplie, Luc, protège ma petite reine. Ne la laisse pas payer pour mes péchés. C'est ma dernière volonté. » Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues se mirent à couler, des torrents silencieux sur ses joues, brouillant l'encre des dernières paroles de son père. Le monstre n'était pas son ravisseur.
Le monstre était l'homme qu'elle avait failli épouser. La lettre tomba de ses mains inertes. Le son du papier heurtant le sol en terre cuite fut le seul bruit dans la pièce. Un son minuscule qui marquait l'effondrement de tout son univers. Elle leva les yeux vers Luc et pour la première fois, elle le vit vraiment. Elle vit l'homme à qui son père avait confié sa vie, l'homme qui avait porté le poids de cette promesse dans le silence et la solitude, acceptant sa haine comme une pénitence. Il n'avait pas envahi son mariage pour la détruire, mais pour la sauver, pour honorer la dernière volonté d'un ami. La haine, ce poison qu'il avait nourri pendant si longtemps, s'était dissoute, remplacée par une douleur pure et une gratitude déchirante. Il ne fit aucun geste pour la consoler, il se contenta de soutenir son regard, partageant silencieusement son chagrin. Dans ce refuge de pierre au cœur de la Provence, Élise n'était plus une captive. Elle était une orpheline qui venait de trouver son gardien. Le silence qui s'ensuivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. La lettre, fragile messagère d'un monde anéanti, gisait sur les carreaux de terre cuite, un linceul de papier entre deux âmes brisées. Élise leva lentement les yeux, ses larmes traçant des sillons clairs sur la poussière de son chagrin. À travers ce voile liquide, le visage de Luc Moreau n'était plus celui d'un monstre, mais celui d'un gardien silencieux, d'un homme qui avait porté le fardeau de sa haine comme une armure. Elle vit les années de solitude dans les lignes qui marquaient son front, le poids de la promesse faite à un ami dans l'ombre sous ses yeux. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, lui offrant la dignité de son effondrement, la respectant assez pour la laisser se noyer dans la vérité avant de lui tendre la main. Dans la quiétude du mas provençal, le temps semblait s'être suspendu, laissant son cœur se briser en 1000 morceaux pour mieux se reconstruire sur des fondations nouvelles et terrifiantes. Sa voix, quand elle parvint enfin à parler, n'était qu'un souffle rauque, un murmure déchiré par les sanglots. « Je vous ai haï », confessa-t-elle, chaque mot lui arrachant une part d'elle-même. « Chaque jour, chaque nuit, j'ai prié pour votre mort. Je voulais vous détruire de mes propres mains. » C'était une absolution qu'elle lui offrait, une reconnaissance de son innocence qui était aussi l'aveu de sa propre cécité. Luc ne répondit pas par des mots. Il fit un pas, puis un autre, abolissant la distance qui les avait si longtemps séparés. Il s'agenouilla devant elle, non pas en suppliant mais en égal, ramenant son regard au niveau du sien. Il tendit la main, non pas pour la saisir, mais paume ouverte, une invitation silencieuse. Ses yeux, autrefois des éclats d'obsidienne impénétrables, étaient maintenant des puits sombres, où elle pouvait lire une tristesse infinie. Une empathie qui la frappa plus violemment que n'importe quel coup. Il avait attendu ce moment, non pour sa victoire, mais pour sa libération à elle. Hésitante, elle posa sa main tremblante dans la sienne. Le contact fut un choc, une décharge électrique qui parcourut tout son être. La chaleur de sa peau, la rugosité de ses paumes qui parlèrent d'une vie de combats et de pouvoir, tout en lui était un contraste saisissant avec la douceur de son geste. Il ne la força pas, il attendit qu'elle s'ancre à lui, que ses doigts se referment sur les siens. C'était le premier contact qui n'était ni une capture, ni une menace, ni un soin clinique. C'était une connexion, un pont jeté au-dessus de l'abîme de mensonges qui les avait séparés. Lentement, il l'aida à se relever, son corps se sentant à la fois incroyablement lourd et étrangement léger. Debout face à lui, si proche qu'elle pouvait sentir le souffle chaud de sa respiration, elle ne vit plus un ennemi, mais un homme. L'homme que son père avait choisi pour être son unique rempart contre le monde et contre elle-même. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était grave, chargée d'une émotion contenue qui la fit frissonner. « Votre père était mon ami, Élise, plus qu'un ami. Il m'a sorti de l'enfer quand j'étais jeune, il m'a tout appris. Cette promesse, je ne l'ai pas faite à un associé, mais à un frère. » Il marqua une pause, son regard se perdant un instant dans le vague, comme s'il revivait un souvenir douloureux. « Je savais que vous me haïriez. Je savais que je deviendrais le monstre de votre histoire. Mais je lui devais bien ça. Je vous devais la vérité, quel qu'en soit le prix, même si ce prix était votre haine éternelle. » Sa confession n'était pas une justification, mais un hommage, un testament de sa loyauté qui transcendait la mort, la loi et même l'amour. Il avait accepté de porter le masque du diable pour honorer la mémoire d'un saint. Et dans cet acte, il révélait une noblesse qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Submergée par une vague de chagrin, de gratitude et d'une émotion nouvelle et sans nom,
Elle fit la seule chose que son corps et son âme lui dictaient. Elle s'effondra contre lui, son front trouvant refuge contre la toile rugueuse de sa chemise. Ses bras, d'abord hésitants, se refermèrent autour d'elle, l'enveloppant dans une étreinte puissante et protectrice. Ce n'était pas l'étreinte d'un amant, mais celle d'un gardien, d'un rocher contre lequel les vagues de sa douleur pouvaient enfin se briser en toute sécurité. Elle pleura, non plus de rage ou de peur, mais de soulagement, des larmes qui lavèrent des mois de poison et de solitude. Elle sentit le battement régulier de son cœur sous son oreille, un rythme constant et rassurant dans le chaos de son monde. Dans le silence du mas, entourée par l'odeur de la terre et de cet homme, elle n'était plus une héritière en quête de vengeance, mais simplement une femme qui avait enfin trouvé un refuge. Il la laissa pleurer jusqu'à ce que ses sanglots s'apaisent, la tenant sans faillir, un pilier inébranlable dans sa tempête. Quand elle se calma enfin, il ne la repoussa pas. Il écarta doucement une mèche de cheveux de son visage humide, son pouce caressant sa joue avec une tendresse infinie. Elle leva la tête, leurs regards se rencontrant dans une proximité vertigineuse. L'abîme avait disparu. Il n'y avait plus de captifs, plus de geôliers. Il n'y avait que deux survivants, marqués par la même trahison, liés par le même fantôme. Aucun mot ne fut nécessaire. Dans ses yeux, elle ne lisait plus le pouvoir ou la menace, mais une promesse silencieuse. La promesse de l'accompagner jusqu'au bout, de l'aider à réclamer justice, non plus par vengeance, mais par devoir. Dans cette étreinte, au cœur de la Provence, une guerre s'achevait et une alliance naissait, scellée non par le sang ou les contrats, mais par la vérité et les larmes partagées. Un an plus tard, la lumière qui filtrait à travers les vitraux de la cathédrale n'était plus souillée par le souvenir du scandale, mais purifiée par la promesse d'un nouveau départ. L'immense nef était presque vide, habitée seulement par le silence et quelques rares témoins choisis avec soin. Élise se tenait devant l'autel, non plus dans une robe opulente et virginale, mais dans une simple création de soie fluide qui épousait ses mouvements avec une grâce naturelle. À ses côtés, Luc n'était plus l'ombre menaçante en costume noir, mais un homme apaisé dans un lin clair qui semblait avoir absorbé la douceur du soleil provençal. Il n'y avait pas d'orgue tonitruant, pas de foule pour juger ou admirer. Il n'y avait que le murmure de leurs vœux, des mots simples et puissants, échangés non pas comme un contrat social, mais comme le serment sacré de deux âmes, qui s'étaient trouvées dans les décombres de la haine pour reconstruire ensemble sur les fondations de la vérité. Lorsqu'il glissa l'alliance à son doigt, ce n'était pas un anneau de diamant ostentatoire, mais un simple cercle d'or, chaud et lisse, symbole d'un amour qui n'avait plus besoin d'artifice pour briller. Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, elle ne vit plus le chef de la pègre, le gardien ou le sauveur, mais son égal, son partenaire, l'homme qui avait vu la guerrière en elle avant même qu'elle ne sache qu'elle en était une. Le baiser qu'ils échangèrent ne fut pas le sceau d'une union arrangée, mais une communion silencieuse, la fusion de deux solitudes qui avaient appris à danser ensemble au bord du précipice. En cet instant, le passé était entièrement lavé. La cathédrale profanée était devenue le sanctuaire de leur rédemption, chaque pierre témoignant que l'amour le plus pur peut parfois naître des cendres de la plus violente des destructions. Un amour forgé, non pas dans l'innocence mais dans le pardon et la connaissance profonde de l'autre. Ils ne sortiront pas sous une pluie de riz ou de pétales de fleurs, mais main dans la main, franchissant le grand portail en chêne qui, cette fois, était grand ouvert pour les laisser passer, non pas vers le chaos, mais vers la lumière paisible d'un après-midi parisien. Le monde qui les accueillit n'était plus un ennemi. La chute de Pierre Laurent avait été un séisme médiatique, mais la vérité, une fois révélée dans son intégralité, avait lentement mais sûrement redessiné les contours de leur histoire. Le nom de Dubois était à nouveau synonyme d'honneur grâce à la fondation que Luc avait créée, transformant un empire bâti sur des secrets en un héritage de transparence et de philanthropie. Il avait abandonné son trône de l'ombre, non pas par faiblesse, mais par la force suprême de celui qui choisit l'amour plutôt que le pouvoir, prouvant que sa plus grande conquête n'était pas Marseille, mais le cœur d'une seule femme. En marchant le long des quais de la Seine, ils n'étaient plus des personnages de tragédie, mais simplement un homme et une femme. Il lui racontait des histoires de son enfance, des souvenirs simples qui comblaient les vides de son passé mystérieux, et elle riait, un son clair et libre qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Elle n'était plus l'héritière brisée et cherchant vengeance,
Elle était une architecte, dessinant les plans de leur avenir commun. Un avenir où les fondations seraient la confiance et les murs la tendresse. Le poids de la haine avait été remplacé par la légèreté d'un amour qui ne demandait rien d'autre que d'être vécu, jour après jour. Leur histoire, commencée dans la violence d'une profanation, s'achevait dans la quiétude d'une promenade amoureuse, une preuve éclatante que même les chemins les plus sombres et les plus tortueux peuvent mener à la paix si l'on a le courage de les parcourir jusqu'au bout, guidés par la vérité. Leur voyage avait été une tempête, un affrontement brutal entre l'ombre et la lumière, l'orgueil et la vulnérabilité. Il avait fallu une invasion, une captivité et la destruction de toutes ses certitudes pour qu'Élise découvre la force qui sommeillait en elle. Il avait fallu le reflet de sa haine et la pureté de son courage pour que Luc trouve le chemin de sa propre rédemption, abandonnant une couronne de pouvoir pour la simple noblesse d'un cœur loyal. Ensemble, ils avaient prouvé que la vérité n'est pas toujours une arme de destruction, mais parfois un baume qui guérit les blessures les plus profondes, celles que l'on s'inflige à soi-même en croyant au mensonge. Leur amour, né dans le fracas d'une porte de cathédrale brisée, était devenu le plus silencieux et le plus solide des refuges, un sanctuaire bâti non pas sur la perfection, mais sur l'acceptation magnifique de leurs cicatrices communes, la preuve ultime que le pardon est la plus grande des victoires. Cette histoire d'amour et de rédemption touche à sa fin, mais l'écho de leurs émotions résonne encore. De l'invasion de l'hôtel à ce baiser final sous le soleil de Paris, quel moment a le plus fait battre votre cœur? Quelle facette de leur transformation vous a le plus touché? Partagez vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux avec une immense gratitude. Si ce récit a éveillé en vous une flamme, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager cette histoire avec ceux qui, comme vous, croient au pouvoir de la vérité et de l'amour. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures où d'autres cœurs tourmentés trouveront, nous l'espérons, leur propre chemin vers la lumière. Merci de nous avoir accompagnés dans cette danse passionnée entre haine et pardon. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau chapitre.